2-2. Line drive down the right field line, deep in the corner. That's a fair ball, up against the wall in one hop. It's going to be a double for Rizzo. Bryant's going to score. The throw goes to second. Bryant scores. Double for Rizzo. Cubs lead 1-0. The throw by Chisenhall went to second base. Bryant got the green light from Gary Jones. Great base running, great base coaching. Cubs lead 1-0. Bryant hits a high fly ball deep left field. It's got a chance. Gone. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième numéro du podcast MLB The Strikeout. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver pour partager ensemble notre passion du baseball. Je suis Martin, cofondateur du site The Strikeout et grand défenseur du hashtag Altuve pour MVP. Pour m'accompagner aujourd'hui, je serai entouré des deux autres cofondateurs du site. D'abord JC, l'un des derniers supporters d'Oakland et qui tremble devant l'opération dégraissage des Athletics. Salut JC. Salut Martin, on a un petit peu la gueule de bois au début août avec le transfert de Gray, mais bon, on fait aller. Il y aura également Bastien, amoureux de Nolan Arenado et des Mets et qui attend avec impatience l'éclosion de Amed Rosario. Salut Bastien. Salut Martin, pour cette saison c'est fini, mais on continue à y croire et puis la construction des Mets arrive. Eh bien bonjour à tous les deux et bonjour à tous et on passe tout de suite au sommaire de ce troisième podcast. Et le moins que l'on peut dire, c'est qu'il est très chargé. Malone looking for his first hit of the year. He drives one, deep left field. Back goes Upton, back near the wall. It's out of here. Bartolo has done it. The impossible has happened. On va débuter par une large page sur le marché des transferts puisque la trade deadline a clos ce mercato. Il s'est passé beaucoup de choses le 31 juillet dernier. On fera donc un bilan des gagnants et des perdants de cette trade deadline. On passera ensuite au Golden Sombrero. Vous commencez à connaître désormais cette catégorie où on parle des batteurs en difficulté. On enchaînera avec Tampa Bay. Vous savez, on aime bien parler des équipes avec un peu moins d'exposition médiatique. C'est pourquoi on fera le point sur la surprenante saison des Rays. On parlera également des différentes courses aux wildcards avec notamment celle de l'American League toujours plus serrée. Et on terminera par le pronostic de la rédac sur une affiche à venir. Allez, c'est parti, play ball. That ball hit deep. Way back. Wells at the ball, looks up, you can put it on the board. Yes. Ça y est, la journée fatidique est passée. Ça y est, les téléphones vont pouvoir se reposer et les GM aussi. Les fans vont pouvoir pousser un gros ouf de soulagement, d'émerveillement ou de déception. Car c'est enfin officiel, la trade deadline vient de mettre un terme à la période des transferts. Et une nouvelle fois que ce fut agité. C'est pourquoi nous allons faire le point ensemble sur ce qui s'est passé durant cette trade deadline. Et on va vous livrer nos gagnants et nos perdants. On va commencer par l'homme en deuil de cette rédaction, JC, qui vient de perdre son chouchou et son ace Sonny Gray qui a quitté Oakland pour rejoindre les Yankees. Alors JC, pour toi, qui est sorti gagnant de ce mercato? Alors tu l'as dit, tu l'as nommé, les Yankees qui sont pour moi le gros gagnant en American League. Déjà, faut savoir que mi-juillet, il signait David Robertson, closer des White Sox, avec Tommy Kahn et surtout Todd Frazier. Donc là, c'était déjà un gros package qui arrivait aux Yankees pour renforcer d'une la rotation et de deux le line-up avec Frazier qui est quand même un joueur en puissance qui a frappé sur les dernières saisons 29, 35 et 40 home runs. Donc c'est quelqu'un qui a un gros bras, qui est un All-Star. Donc voilà, Frazier c'est quand même un gros morceau. Et puis tu l'as dit, donc Sonny Gray. Sonny Gray pour moi c'est vraiment un super coup pour les Yankees. Alors forcément c'est un petit peu compliqué d'en parler parce que on comprend, ouais. C'était le chouchou d'Oakland. Maintenant c'était un trade qu'on attendait à Oakland depuis un moment. On savait qu'il avait une valeur marchande on va dire très importante et d'ailleurs vous avez reçu pas mal de très très bons prospects. Oui, exactement. Billy Beane allait chercher des prospects, on en parlera peut-être dans un futur podcast ou dans un papier, mais pour le coup, les Yankees, c'est clair qu'ils signent là un ace qui va pouvoir apporter vraiment une plus-value à la rotation et qui va pouvoir, je pense même permettre aux Yankees d'aller en post-saison un peu plus loin, parce que pour moi ils étaient un petit peu courts au niveau de la rotation, les Yankees, et là ils se retrouvent avec quand même un mec qui est capable de faire quand même top 3 à la course au Cy Young. Alors la course au Cy Young, on rappelle, c'est pour être le meilleur lanceur. Il y a 2 ans. Voilà, de sa ligue. Et il y a 2 ans, il est sur le podium quand Kutchel le remporte. Donc Sonny Gray pour moi c'est un top 5 en American League. Ouais, et surtout voilà. il aura un meilleur run support chez les Yankees que chez Exactement. Oakland, donc il pourra encore plus briller avec New York.
Ouais, exactement. Donc, et je crois que tu as un autre gagnant, je crois aussi. Voilà, donc il y avait les Yankees en American League et puis en National League, forcément les Dodgers, avec l'arrivée de Yu Darvish. Yu Darvish, c'est un monstre. Hein, Alors, il n'est pas sur sa meilleure saison, ça c'est clair, parce que sur cette saison-là, il a déjà 9 défaites, il est à 3,81 d'ERA, donc il a déjà fait mieux, mais c'est une machine à strikeout. Voilà, Yu Darvish, c'est la star c'était la star au Japon qui arrivait en MLB pour tout casser et puis qui envoie beaucoup de strikeout. Pour vous donner une petite idée sur sa carrière en MLB, il a lancé un petit peu moins de 800 manches et il en a sorti près de 1000 strikeouts. Voilà. Et surtout, faut noter qu'il arrive des Rangers qui s'est complètement à la rue cette année, où tu vois que même Cole Hamels n'arrive plus à rien. Là, il arrive chez les Dodgers, premier match, il pose 7 manches et il blanchit les Mets. Donc, tu peux penser qu'avec la machine qu'il y a chez les Dodgers en ce moment, ça va être une affaire énorme pour lui et pour Los Angeles. Et ils font vraiment très peur. C'est sûr il passe des Rangers qui ont en grande difficulté en Ouest et il tombe dans la meilleure équipe de la MLB et une des meilleures équipes depuis très très longtemps. Il a tout à gagner, lui. Pour lui, c'est un trade parfait. Donc, on sait qu'il a tweeté sur Twitter 10 minutes avant la trade deadline, un peu comme Verlander, toujours aux Rangers. Il s'est fait avoir parce qu'il a été tradé, mais je pense que, honnêtement, il ne doit pas être très malheureux aujourd'hui parce qu'il est dans une équipe qui va jouer le titre. Il est entouré de Clayton Kershaw, d'Alex Wood, de Yamaeda. Enfin, il y a Hill, il y a vraiment du monde dans la rotation des Dodgers. Ouais, on en parlait d'ailleurs dans un de nos derniers podcasts. On parlait justement, enfin, je crois que c'était moi qui en parlais d'ailleurs, qu'il y avait un petit souci de rotation, etc. Ça allait peut-être être un peu court. Avec ce move, au moins, ils nous prouvent qu'ils ont vraiment envie d'aller au bout, quoi, cette saison, avec un ace en plus dans leur effectif. Ça fait vraiment, comme le disait Bastien, ça va faire vraiment très très peur. Disons que pour conclure sur les Dodgers, moi, ce que je dirais, c'est qu'ils en avaient pas besoin. Ils avaient déjà la meilleure équipe, mais là, ils ont ajouté une plus-value pour les playoffs. C'est-à-dire que pour les playoffs, quand Clayton Kershaw va avoir un petit peu du mal à tout porter sur ses épaules ou que l'inexpérience d'Alex Wood va peut-être peser, tu vas avoir un Darvish en plus qui va être vraiment un super numéro 2, quoi. Tout à fait. Écoute, merci JC. Et toi, Bastien, pour toi, c'est qui est sorti gagnant de ce mercato et de cette trade deadline? Alors pour moi, le grand gagnant, c'est pas forcément sur du court terme, c'est les Chicago White Sox. Depuis l'an dernier, ils ont tout simplement vendu absolument tout le monde. Ils se sont débarrassés, ils ont tradé Todd Frazier, Jose Quintana, Chris Sale l'hiver dernier, David Robertson, donc JC en parlait, Melky Cabrera. Et en retour, par contre, ils ont récupéré une flopée de prospects. Bien sûr, le tout meilleur de la ligue, Yohan Moncada, qui avait quand même coûté quelque chose comme $60 millions aux Red Sox pour le signer, qu'ils ont envoyé avec 3 autres prospects pour Chris Sale l'hiver dernier. Et donc maintenant, ils ont quelque chose, je crois, 8 des 100 meilleurs prospects de la ligue et 3 dans les 12 premiers, ce qui ne comprend même pas Lucas Giolito, qui est maintenant descendu un peu dans la hiérarchie, mais qui est aussi un gros prospect, qui a été tradé des Nationals contre Adam Eaton l'hiver dernier encore. Donc pour moi, ils sont en train de construire quelque chose d'absolument monstrueux. Alors ce sera peut-être pas pour 2018, ce sera peut-être l'année d'après, mais il va falloir compter avec les White Sox très rapidement, parce que quand tout ça va sortir, ça va être impressionnant. Ouais. Moi, je rejoins complètement Bastien sur ce qu'il dit. Alors, ils ont exactement ces 9 prospects dans le top 100, donc tu as raison, et 3 dans le top 12. Ils ont le numéro 1, numéro 8, numéro 11. Et pour donner une comparaison, par exemple, les Athletics là, qui ont renforcé leur farm system à gogo avec l'arrivée de 3 prospects, je crois qu'aujourd'hui, on doit en avoir que 3 dans le top 100 MLB. Et pourtant, on a fait venir du monde. Donc 9 dans le top 70 même de la MLB dans une équipe, c'est monstrueux, c'est vraiment dingue, ouais. C'est complètement fou. Les noms, les prix pour les joueurs des White Sox étaient complètement fous. On le voit juste avec Adam Eaton, il récupère les 3 meilleurs prospects des Nationals. Pour Chris Sale, il récupère les 3 meilleurs prospects de Boston. Ils ont bien réussi à vendre, en tout cas, nos amis de Chicago. Et les Nationals, j'ai l'impression qu'ils y vont un peu l'année ou jamais aussi. Hein. Ils vendent un peu. Les Nationals, en fait, je crois qu'ils vont. Et d'ailleurs, ça va être mon perdant de
cette transition toute trouvée, on est fort. Mais les Nationals, ils ont pas mal de joueurs qui vont être en fin de contrat là d'ici l'an prochain. Je crois que Bryce Harper est free agent l'an prochain et il n'est pas vraiment parti pour rester. Il a pas l'air de vouloir. On l'a vu là sur les réseaux sociaux, notamment dimanche, où la femme de Bryce Harper a créé la polémique en sortant un hashtag Harper to the Cubs, puisqu'elle était avec son amie, la femme de Chris Bryant, et ça a un peu fait frémir les supporters de Washington. Après, les Cubs, d'ici à ce qu'ils puissent se payer un transfert comme celui-là, il va falloir voir, parce que eux ont parlé des farm systems, il n'y a plus personne. Ils vont le prendre en free agency. Puisqu'ils vont Arrieta, je ne pense pas qui a un gros contrat, je ne pense pas ils vont pas le reprendre. Du coup, ça peut être envisageable pour nos amis Cubs de recruter Bryce Harper en free agency, puisque ça arrive bientôt. C'est vrai. Mais donc, pour revenir aux Nationals, qui sont pour moi aussi un des perdants, et peut-être d'une certaine façon le plus gros perdant de cette trade deadline, et je sais que c'est un peu polémique, mais ils devaient renforcer considérablement leur bullpen. Trouver un bon closer, parce que cette saison au niveau des closers, ça a vraiment été la catastrophe entre Treinen, Perez, Glover. Ouais. Voilà, tous les joueurs qui ont essayé à ce poste ont été absolument, on va pas dire ridicule, mais ça a vraiment été un gros problème. Et ils ont perdu des matchs gagnés d'avance sur deux manches. Et Kinsler, c'est bien, il fait une belle saison, mais tout laisse à penser que c'est vraiment une saison au milieu d'une carrière déjà de 7 ou 8 années où ça a toujours été un bon reliever, mais pas non plus un shutdown, quoi. Pour aller dans ton sens, c'est vrai que cette année, il poste 28 saves. L'an dernier, il en poste 17 et c'était sa meilleure saison. Donc déjà, il a plus de 10 saves d'avance sur l'an dernier. Donc c'est sûr que là, il est sur une saison un petit peu hors norme. Voilà, et puis avant ça, c'était un releveur de milieu de match. Ça n'a jamais été rien de monumental. Alors quand tu vois c'est pas un closer qui lance des strikeouts, c'est plus un closer qui envoie des ground outs. Donc c'est moins impressionnant que des Chapman ou des Johnson qui envoient des strikeouts à l'appel. Kinsler, il compte beaucoup sur sa défense. Voilà, et j'ai l'impression aussi qu'il est il a vraiment trouvé son niveau cette année, mais enfin il a déjà 31 ans je crois, où il est vraiment dans une saison en sur-régime. Et pour moi, quand tu voyais qu'il y avait des Addison Reed qui étaient sur le marché par exemple, pour un closer qui n'est pas forcément un spécialiste closer, c'était un bien meilleur move. Il est parti chez Boston finalement, Addison Reed, qui venait des Mets. C'était un bien meilleur marché que Kinsler. Pour le reste, les deux autres acquisitions donc, que JC connaît bien, qui viennent des Athletics, c'est deux joueurs, encore une fois, trentenaires, bons releveurs, mais avec une grosse histoire de blessure. Madsen, c'est... tu parles de blessure justement on a envoyé Madsen et Doolittle, mais Madsen, il n'a pas joué entre 2011 et 2015, par exemple. Voilà. Tout à fait. Donc c'est les trois seuls recrues des Nationals dans le bullpen. Et pour moi, si c'était pour l'objectif se qualifier pour les playoffs, je dirais pas de souci, ça va suffire. Là, on parle de battre les Dodgers et d'aller vers les World Series, parce que les Nationals ont un seul objectif, c'est de gagner leur première World Series. Et pour moi, ça suffira pas, surtout vu ce qu'il y a en face. Ouais, c'est peut-être un peu léger. C'est peut-être un peu léger, ça c'est sûr. Maintenant, c'est sûr que c'est mieux que ce qu'ils avaient. Ils ont amené un petit peu plus de profondeur. On l'a dit, donc Kinsler, Madsen et Doolittle. Mais il n'y a pas de gros noms. C'est sûr que c'est pas ça manque d'expérience, ça manque de, même avec tout l'amour que j'ai pour Doolittle, qui était quand même la figure aussi à Oakland avec cette grosse barbe là bien portante et cette gueule qu'il avait. Mais voilà, ça sur le terrain, c'est sûr que quand ils vont arriver en play-off, on sait pas du tout comment ils vont réagir, parce que je pense que pour eux trois, ça va être leur première participation. Et on sait pas du tout, par exemple, quand il va falloir affronter les Seager et tout dans la 9e manche avec un point d'écart, on sait pas trop comme s'ils vont pouvoir résister à la pression, quoi. Je pense qu'en fait, le recrutement des Nationals, c'est bon pour continuer la saison régulière et continuer à bien solidifier cette première place. Maintenant, ça risque effectivement d'être un petit peu court une fois qu'on va arriver sur les 5e, 6e ou 7e matchs des séries en play-off, quoi. Exact.
Donc voilà. Et donc ton perdant, c'était donc les Nationals, et le gagnant, c'était Les White Sox. Les White Sox. Très bien. Et ben pour moi, ça va être très simple. Le gagnant, on va rester à Chicago, et c'est les Cubs. J'ai trouvé leur recrutement très intelligent, avec José Quintana et le catcheur des Tigers Avila et le closer Wilson. Je trouve que c'est deux moves très très intéressants. Avila va apporter cette touche d'expérience qui manquait peut-être un peu au rôle de receveur du côté des Cubs, que le seul Wilson Contreras. D'ailleurs, on le voit, il est en train d'exploser durant ce mois d'août. Il est très impressionnant. C'est peut-être parce qu'il y a justement cette figure paternelle entre guillemets derrière le marbre qui est là pour l'aider, pour lui donner des conseils. José Quintana, je pense qu'on n'a plus besoin de le présenter. Il a réalisé 2 très grosses starts pour commencer sa carrière avec les Cubbies, et il est un peu plus en difficulté depuis, mais ça reste tout de même un atout indéniable pour Chicago et sa rotation qui était en grande difficulté. Et puis Justin Wilson, c'est un lanceur releveur gaucher. Tout le monde se l'arrachait, c'est finalement les Cubs qui le récupèrent. Il a un ERA de 2,70, il a amené 13 saves avec Détroit, donc ça va pouvoir soulager un peu Wade Davis, le closer des Cubs, et surtout aider ce bullpen encore un peu plus quand on sait l'importance des bullpens dans la post-saison avec la jurisprudence Andrew Miller désormais. Ouais, les Indians l'an dernier qui en fait avaient aussi qui s'étaient servis de leur bullpen pour aller très loin dans les playoffs l'an dernier. C'est ça, et en gros la jurisprudence Andrew Miller, c'est on utilise son lanceur de départ pour 5 manches et après on laisse le travail au bullpen pour terminer le match. Exactement. Et l'avantage de Justin Wilson à ce niveau-là, c'est vrai qu'il peut faire comme Andrew Miller, ça sera pas forcément le même profil, mais il est capable de lancer 2 manches et de vraiment fermer la porte sur 2 manches et donner la main à son donner la main au closer, voilà, dans une bonne situation. Et c'est vrai, c'est ce qui a sauvé les Indians l'an dernier, c'est qu'à chaque fois Andrew Miller arrive en 5e manche, boum, pose 2 manches, ensuite après il y a Cody Allen en closer, etc. Voilà. Donc voilà, et puis ils ont donné beaucoup de prospects en revanche pour. Justement, moi je vais revenir un petit peu sur les trades qu'ont fait les Cubs, parce que pour moi effectivement ils sortent gagnants, mais en fait je vais rejoindre Bastien quand il parlait des White Sox qui dans le futur vont être bien. Les Cubs, j'ai un petit peu du mal à comprendre leur stratégie, dans le sens où il y a 2 ans c'était le farm system de MLB était à Chicago mais du côté des Cubbies, et aujourd'hui c'est l'inverse aux White Sox, et les Cubbies ont vraiment liquidé boutique, là il n'y a plus personne. Après je suis d'accord avec toi, mais je me dis que l'effectif reste tout de même assez jeune. Donc, oui, parce qu'ils ont sorti des Bryant, des Russell, des Baez, etc. Ouais. Je pense qu'ils ont fait ces recrutements justement pour instaurer une sorte de dynastie, miser sur cette jeunesse, etc. pour pouvoir aller 2, 3, voire 4 fois en World Series et récupérer pas mal de bagues. Un peu à la manière des Giants de San Francisco il y a quelques années, quoi. Ou les Royals de Kansas City qui ont sorti un groupe très jeune et qui sont allés plusieurs fois en World Series. Donc juste pour les chiffres, ils ont donné quand même 3 de leurs 3 premiers top prospects. Donc il y avait Eloy Jiménez qui était aussi le 8e meilleur prospect de MLB. Il y a Dylan Cease qui est un lanceur, c'était le numéro 2, 63e MLB. Et ils ont donné aussi Jemer Candelario qui était le 92e MLB. Donc on s'est vidé du côté des Cavs, mais on joue le tout pour les 2-3 saisons à venir, quoi. Et pour mon perdant, ça va être Houston. Je suis très très déçu du recrutement de Houston. On parlait de Zach Britton, on parlait de Justin Wilson, on en parlait tout à l'heure. Et finalement, on se retrouve avec Francisco Liriano. Donc je pense que pour nos auditeurs qui ne suivent pas beaucoup la MLB, ça doit pas leur dire grand-chose. Liriano, c'est un lanceur plus que moyen. Il lance un IRA proche de 6. Et surtout, ils ont donné 2 outfielders pour récupérer ce lanceur plus que moyen. Donc il y a le prospect numéro 9 des Astros, c'est Oscar Hernandez. Et ils ont aussi donné l'outfielder japonais Nori Aoki, qui peut s'avérer très utile dans une équipe parce qu'il fait pas de bruit, il fait son travail, etc. Donc c'était plutôt un bon élément de l'effectif des Astros.
Et un recrutement qui s'est avéré très payant pour les Astros, puisque Liriano, en 2 matchs, c'est 2 défaites. C'est assez incompréhensible comme recrutement, il faut dire, parce que, comme tu le disais, Noriaoki, c'est un joueur qu'on met ou à la fin du line-up ou au tout début pour être un premier lead-off, ou après lead-off ou un lead-off, qui tape bien la balle, qui avance sur base, qui marque des points. Liriano, c'est vrai que depuis Pittsburgh, c'est un joueur incroyablement irrégulier dans les meilleurs moments, et vraiment plus solide du tout chez les Blue Jays. Il a fait 2 bons matchs au début, il était absolument fantastique. Et après ça fait 1 an et demi que ça se liquéfie. Alors, les Astros ont probablement un plan, hein, il faut croire. Ils avaient besoin de renforcer leur rotation, mais Liriano vient en releveur, et même là, ils perdent des matchs, ça risque d'être un peu difficile. Après, l'avantage des Astros, c'est qu'ils ont une rotation qui va se remettre en place, avec Keuchel qui est revenu, avec McCullers qui revient, avec... McCullers est encore blessé, mais c'est un autre... oui, mais la rotation... Houston a beaucoup de problèmes de blessures cette saison, parce que là, juste pour vous donner une ordre d'idée, il joue sans Correa, il joue sans Springer, il joue sans McCullers. Donc ça commence à faire un peu beaucoup pour Houston, et ça se ressent sur les résultats. Là, au jour d'aujourd'hui, ils sont en 9 victoires et 10 défaites depuis le All-Star Game. Donc ça commence un peu à... Ils sont un petit peu rentrés dans le rang, Houston, c'est vrai. Maintenant, ils ont accordé une telle marge, et ils sont en avance sur tout le monde, sur les catégories reines, que ce soit les home runs, les RBI, enfin... Ils sont encore en gestion de... Voilà, je pense qu'ils gèrent pendant la post-saison. C'est pour ça qu'ils ne pressent pas leurs joueurs pour revenir de blessure, ils les laissent bien récupérer, etc. Mais je trouve que c'est quand même dommage au recrutement, parce que Houston a le farm system pour pouvoir s'offrir des grands joueurs. Mais d'après ce que j'ai entendu, le GM était plutôt frileux à l'idée de se séparer de ses top prospects. Et cette frilosité a d'ailleurs énervé au plus haut point Dallas Keuchel, qui a dit qu'il était très déçu du recrutement de son équipe pour les post-saison. Donc quand Lace, c'est la star de Houston, commence à dire qu'il est mécontent, c'est que il va falloir faire attention lors des prochaines free agency, quoi. Donc voilà, donc les gagnants pour JC, c'est les Yankees et les Dodgers. Voilà, et pour Bastien, son gagnant, son perdant. Donc les White Sox gagnants et les Nationals perdants. Et pour moi, les gagnants, les Cubs, et les perdants, les Astros. Et pour nous, on va passer au Golden Sombrero. Nous passons donc à la catégorie Golden Sombrero, et vous le savez désormais, ici nous parlerons donc des joueurs qui nous ont déçus et qui ont déçu. Et on va commencer par Bastien, qui t'a déçu depuis notre dernier podcast. Alors, moi, depuis le podcast et puis sur toute la saison dans l'ensemble, il y a un joueur qui fait une saison absolument horrible, surtout quand on voit la saison qu'il a fait l'an dernier, c'est Rick Porcello. Rick Porcello, en 2016, c'est bien sûr le Cy Young, même si il y a des gens qui trouvaient que ça aurait dû aller à Verlander, y compris sa femme, Kate Upton. C'est quand même 22 victoires pour 4 défaites l'an dernier, un ERA de 3,15, ça a tout marché pour lui. Boston s'est bien appuyé sur ses performances. Et puis cette année, il n'y a plus rien, tout simplement. C'est l'inverse, il a complètement inversé la vapeur. C'est le joueur avec le plus de défaites dans toute la MLB, donc 14 défaites pour 5 victoires. Il est parti pour faire une trajectoire complètement symétrique par rapport à l'an dernier à ce niveau-là. Un ERA de 4,70. C'est le joueur qui concède le plus de runs en MLB. Un des joueurs qui concède le plus de earned run, donc de points mérités. Un des joueurs qui concède le plus de home run. Et c'est un bazar pas possible. Donc JC en parlait il y a quelques temps sur notre site, sur les gagnants de la mi-saison, avec cette bonne remarque, c'est lui qui est un joueur de ground ball et qui réussissait à garder la balle au sol, a plus ou moins perdu cette capacité, et que maintenant c'est vraiment il concède beaucoup plus de fly ball, et
et donc beaucoup plus de home run. La preuve, donc, Ouais, juste pour compléter, juste ce que tu dis en 2 secondes, c'est juste que il affichait 50% de ground ball sur ses retraits, et cette année, ce taux, il est tombé à 37%. Voilà, ça donne une idée. Voilà, mais c'est vrai qu'à tous les niveaux. Alors, est-ce que c'est aussi le fait que Chris Sale soit arrivé, qu'il ait pris toute la place à Boston, parce que Chris Sale fait une saison monstrueuse, mais Porcello, on a l'impression il était de toute façon probablement en sur-régime l'an dernier. Oui, parce il que était à un niveau qu'il n'a Porcello, jamais atteint. Porcello, ça a toujours été un lanceur, un lanceur qu'on appelle 2 ou 3. Ça n'a jamais été un ace superstar comme il a été la saison dernière, quoi. Ça a toujours été un lanceur pas mauvais, mais moyen, quoi. Oui, Porcello, c'est un Nolasco, c'est ce genre de lanceur. Hein. Un Nolasco qui fait une saison assez moyenne encore cette année aussi. Après, le problème, c'est que Boston avait besoin d'une vraie rotation, et tu vois maintenant qu'ils le gardent dans la rotation vraiment uniquement parce qu'il est Cy Young de l'an dernier, et qu'ils peuvent pas se permettre de le mettre sur le banc. Mais dans n'importe quelle équipe, normalement, il aurait déjà dû disparaître. Donc ça va être un problème aussi pour eux à l'approche de la post-saison, parce qu'ils vont avoir besoin de au moins 4 lanceurs solides pour les séries. Et Porcello n'a pas cette capacité-là aujourd'hui. Ces stats, c'est vrai que c'est catastrophique. Hein. Il poste 5 victoires pour 14 défaites et 4,70 de moyenne concédée cette année. Maintenant, moi, donc j'en avais parlé dans mon papier. Je pense que Porcello, je rejoins un peu ce que dit Martin. C'est vrai qu'il était en sur-régime. Pour moi, c'est l'année 2016 où il est donc nommé Cy Young l'an dernier, qui est l'exception à la règle. Puisqu'avant, il avait jamais fait des saisons comme ça assez extraordinaires, à passer plus de 15 victoires. Enfin, il n'avait jamais réussi une telle saison que l'an dernier. Et c'est sûr que cette année, ils se retrouvent en difficulté. Pour moi, ça vient effectivement, comme dit Bastien, de ses lancers. Il lance de plus en plus de fly ball. Et du coup, à force de jouer avec les limites, les fly balls, des fois, elles terminent en home run lorsqu'elles terminent derrière les barrières. Et c'est vrai que cette année, il concède énormément de home run. Mais vraiment, et ça, c'est une habitude qu'il n'avait pas, par contre. Et qui vient de son changement de lancer. Et puis c'est peut-être aussi parce qu'il est désormais beaucoup plus sous la lumière. Et il a peut-être plus de pression maintenant qu'avant, où il évoluait un peu plus dans l'ombre. Là, après son Cy Young, il est en pleine lumière. Tout le monde parle de lui, tout le monde parle de ses performances. Et ça doit peut-être aussi jouer sur ses matchs, quoi. Ah, il a clairement beaucoup plus de pression. Et c'est vrai que maintenant, on attend de lui aussi d'être performant dans la saison et vers la post-saison. Et la pression ne va pas se relâcher tout de suite. Mais c'est vrai que, tu vois, si on regarde ses stats en carrière, ça a quand même toujours été un bon lanceur, sans plus, mais avec quand même, je crois, 5 ou 6 saisons en positif. Donc, oui. En comptant l'année dernière. C'est un lanceur de mid-rotation, comme on dit. C'est un bon lanceur de mid-rotation. Mais donc, pour moi, voilà, c'est vrai que autant on n'attendait pas de lui des miracles, autant cette saison, c'est vraiment catastrophique, et ça va pas mieux. Donc, pour moi, c'est le gros Golden Sombrero du moment. Et juste pour terminer, on peut dire que malgré les performances regrettables de Porcello, Boston possède tout de même 3 matchs d'avance sur les Yankees. Donc Boston parvient à surmonter les errances de son lanceur. Et pour toi, JC, à qui revient le Golden Sombrero de ce podcast ? Alors, je vais sans doute faire titiller un petit peu Bastien, puisque je vais donner Terry Collins, le manager des New York Mets, qui, pour moi, en fait, Terry Collins, il a de l'or dans les mains avec cette rotation qu'il a, et il n'en fait absolument rien. Et c'est vrai que je suis pas fan des Mets, mais ça me désespère de voir ça. Et donc, du coup, j'ai voulu revenir un peu sur Terry Collins, qui est arrivé donc en 2011 aux New York Mets. Donc, ça fait déjà plusieurs saisons qu'il est à New York. Et en fait, en cette saison, je me suis un peu penché sur ses stats, et il a amené New York juste à 2 saisons dans le positif, c'est-à-dire avec plus de victoires que de défaites. Donc forcément, il y a cette fameuse saison 2015 des New York Mets qui vont jusqu'au World Series, mais sinon, je trouve ça un petit peu dommage quand tu as dans ta rotation des DeGrom, des Matz, des Syndergaard, des Hervé, des Wheeler, des Selman. Enfin bon, il y a quand même vachement de monde à New York, à tel point qu'on en a quand même parlé, on l'a comparé au début, avant que tout le monde se blesse, à la rotation des Braves. Des Braves, ouais. Exactement. Alors les Braves, ils avaient une rotation dans les années 90 qui était légendaire, monstrueuse. Donc rapidement, entre 91 et 99, Atlanta
ils gagnent les World Series une fois et les perdent 4 fois. Ça veut dire qu'en 9 ans, ils vont 5 fois aux World Series. C'était vraiment monstrueux. Donc ils avaient des Greg Maddux, Tom Glavine, John Smoltz, enfin vraiment des grands noms. Que des Hall of Famers, quoi. Exactement, des Hall of Famers, des Cy Young, enfin vraiment c'était une rotation incroyable, des Steve Avery, enfin bon il y avait du monde. Et quand New York a commencé à sortir un petit peu cette rotation avec en plus des gueules quoi, c'est-à-dire DeGrom avec ses cheveux longs, Thor, Syndergaard, Thor, etc. Matt Harvey, le Dark Knight, enfin voilà, il y avait toujours une petite une petite opération marketing à côté quoi. Exactement, mais ça marchait bien parce que c'est vrai que c'était des gueules c'était des gueules qu'on aime bien voir sur un terrain de baseball et qui en jettent un petit peu. Mais au-delà de ça, c'était des vrais bons joueurs. Et je trouve il avait de l'or dans les mains. Il avait ce qui se faisait le mieux sur le monticule, en tout cas ce qui promettait le mieux. Et alors je sais bien que si tout le monde se blesse, c'est pas que de sa faute. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, il y a une gestion aussi de l'effectif. Et alors je serais très content d'avoir l'avis de Bastien qui suit les Mets bien plus que moi, mais je trouve que, mais même quand on regarde la DL des Mets, enfin c'est incroyable cette année. Et puis il y a eu aussi Joris Familia, David Wright, il y a Cespedes qui a fait des allers-retours. Enfin voilà, du coup pour moi mon coup de gueule va à Terry Collins qui va mener les Mets une nouvelle fois à je crois c'est une 5e saison négative en 7 ans. Je trouve que voilà, ils sont arrivés au bout du bout avec Terry Collins et que maintenant il faudrait peut-être un petit peu changer d'air. Mais pareil, je demande bien l'avis de Bastien sur la question pour voir ce qu'il en pense. Écoute, je suis totalement d'accord avec toi à 100%. Comme tu dis, on a une rotation qui aurait dû être énorme. Alors, on peut dire que qu'il y a un problème de blessure. On peut aussi dire que Terry Collins et Dan Watson se concentrent sur des lanceurs uniquement puissants et leur font exécuter des pitchs qui sont vraiment nocifs pour toutes les articulations du bras, donc notamment le Dan Watson slider, qui est une espèce de spécialité du coach de pitching des Mets et qui est absolument mortel pour les batteurs, mais aussi pour les épaules. Ensuite, comme tu dis, on a des gueules dans ce club et des gueules qui sont aussi qui peuvent aussi poser des problèmes. Matt Harvey, c'est pas un secret que ces problèmes ne sont pas que sportifs. C'est un animal de la vie nocturne new-yorkaise qui notamment s'est fait plaisir avec une certaine Adriana Lima. Il est entre dépression et grosses soirées. Il porte bien son nom de Dark Knight du coup. Oui, voilà, c'est le vrai prince des ténèbres. Mais il a beaucoup de problèmes, tout autant physiques que mentaux. Il s'est par exemple retrouvé hors du groupe à la dernière minute alors qu'il devait lancer il y a quelques semaines parce qu'il était parti faire un golf de frustration après avoir vu son ex, donc Adriana Lima, au bras d'un boxeur. Voilà, il y a tout un tas d'histoires comme ça. Le problème, c'est que New York, c'est New York. Et quand tu prends un gars au tempérament comme Matt Harvey, ça peut poser souci. Ensuite, la gestion au niveau de Terry Collins, au niveau des blessures, c'est risible. Quand tu vois que Syndergaard se permet de refuser un IRM sur une douleur au bras et lance quand même 2 jours plus tard et se blesse pour 3 mois, ça n'aurait jamais dû arriver et ça n'arriverait jamais dans un club un peu mieux structuré. Et tu vois, juste par rapport à ce que tu dis pour compléter, ça me fait penser à ces World Series quand Matt Harvey lance 8 manches extraordinaires face aux Kansas City Royals, qui revient et que Harvey dit je termine le match, et alors qu'il doit sortir à ce moment-là pour laisser la place au closer et pour remporter le gain, et que Terry Collins a dit ok, tu vas finir le match alors que ce n'était pas sa décision de base. D'ailleurs, on se rappelle que Harvey forcément se craque, les Royals reviennent, remportent le match. Enfin bon, scénario catastrophe à New York. Et pour moi, ça illustre complètement ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire que pour moi, Terry Collins, il manque à un moment donné de dire bon voilà, non les gars, c'est moi le manager. Donc quand je dis ça, quand je dis blanc, c'est blanc. Et voilà, il a pas le charisme en fait pour pouvoir imposer à ses joueurs ses décisions, tu vois. Non. Et c'est exactement ce que dit Bastien là. Harvey, il a que la colère ou la patience, mais il a pas la capacité à manager ses troupes vraiment bien. Encore un autre exemple, c'est Martin parlait de Cespedes. Cespedes, toutes les 3 semaines, il se fait mal au quadriceps. À chaque fois, le match d'après, il va jouer. Et une fois sur 2, il se pète et il va manquer les 4, 5, 6 prochaines semaines.
C'est encore une fois, il veut jouer, il n'a pas envie de se reposer, il n'a pas envie de prendre les 4 jours qui vont lui permettre de remettre sa cuisse à l'endroit, qui est son gros point de fragilité, et ça revient à chaque fois. Et c'est vrai qu'il y a une incapacité à gérer les blessures et à gérer les égos. On va même pas parler de David Wright, hein, qui a été traité n'importe comment, qui a été surutilisé et qui est maintenant qui en paye les pots cassés maintenant, quoi. Aujourd'hui, David Wright est sur la DL pour 2 mois, quoi, déjà. Après, il a pas joué beaucoup même depuis 2 saisons, hein, on le voit plus trop, quoi. Il n'a pas joué cette année. A priori, il a recommencé à s'entraîner légèrement, donc on pourrait le voir fin septembre. Mais est-ce qu'on le reverra vraiment jouer en tant que titulaire aux Mets, alors qu'il lui reste un contrat sur encore 5 ans pour une fortune? Et que c'était Captain Mets, hein, David Wright, hein. Voilà, c'est ça, c'est le visage des Mets des 10 dernières années. C'est le héros, on peut pas le couper. Il a un contrat qui coûte une blinde absolue. Je crois que c'est plus de $20 millions sur encore 5 années. Mais il va au-delà des Mets en plus, parce qu'il est 7 fois All-Star. Enfin, c'est vraiment un bon joueur de baseball, David Wright, hein. Ou peut-être c'était, mais oui, c'était, mais voilà, c'est. Voilà, est-ce qu'il reviendra? On verra bien. De toute façon, s'il revient, ce sera au Mets. Donc, on peut juste attendre et puis espérer qu'il refasse 1 ou 2 saisons géantes sur la fin de sa carrière à suivre. Mais je te suis complètement sur Terry Collins. Pour lui, à mon avis, c'est l'heure de laisser la place, mais ça n'a pas l'air d'être à l'ordre du jour. Bah écoute, le Golden Sombrero de Bastien, c'est Rick Porcello. Le Golden Sombrero de JC, c'est Terry Collins. Et le mien, ça va être le jeune Jameson Taillon, le lanceur des Pirates. Je suis peut-être un peu dur avec lui, puisqu'il revient d'une opération des testicules, puisqu'il a eu un cancer et qu'il a réussi à surmonter cette épreuve. Il a réalisé une excellente première partie de saison d'ailleurs avant cette intervention médicale. Mais depuis le All-Star Break, il est un peu à la ramasse, et particulièrement ces 2 derniers starts, puisque pour preuve, il a encaissé 17 points en 20 hits et sur seulement 6 manches de tiers lancés en 2 matchs. Donc c'est complètement catastrophique. Et c'est aussi catastrophique pour les Pirates qui sont à la lutte pour une place de wildcard. Et quand on sait que les wildcards sont ultra serrés cette année, on en parlera un peu plus tard, ça peut leur jouer des tours, puisque Taillon était quand même considéré comme le lanceur numéro 2 de cette rotation de Pittsburgh. 2 ou 3, parce que t'as quand même Nova et Garrett Cole. Oui, mais au début de saison, Nova n'était pas censé être oui, tout à fait. aussi fort qu'il a été durant la première partie de saison. Et Garrett Cole est le numéro 1 incontestable des Pirates, même si c'est dans une période un peu compliquée au niveau des statistiques. Donc voilà, c'était juste mon petit Golden Sombrero depuis notre dernier podcast. Jameson Taillon. Il a réalisé un très bon start hier, enfin le dimanche 7 août. Donc peut-être qu'il est sur la voie de la rédemption, et puis je l'espère pour lui. Mais en général, depuis le All-Star Break, c'est vraiment mon Golden Sombrero. Ouais, je suis un peu partagé dessus, parce que c'est vrai qu'il a été catastrophique depuis 2 matchs, mais enfin depuis 3-4 matchs même. Mais comme tu dis, hein, il sort quand même d'une épreuve assez difficile. C'est moralement, il faut se remettre à l'endroit. Donc, je dirais, il a probablement touché le fond maintenant avec ses performances absolument catastrophiques au mois d'août. Et à mon avis, on va le voir quand même se remettre dans le sens de la marche en septembre. Et on peut compter sur lui pour repartir de l'avant. Je l'espère pour les Pirates et pour lui, mais c'est depuis le All-Star Break vraiment où il a été vraiment pas été bon du tout. Donc on espère que ça ira mieux pour lui et les Pirates d'ici à septembre, puisque la course à la wildcard va être très disputée et la moindre défaite peut coûter très cher. Après, pour la wildcard, pour moi, les Pirates, c'est déjà un peu trop tard, mais ça, je pense qu'on en parlera un peu plus tard. On en parlera dans le dernier débat du jour. Voilà. Et en attendant, avant le débat sur les wildcards, on va passer à Tampa Bay. That ball is gone, and the Rays win it. A line drive home run by Evan Longoria. And the Rays... On passe au deuxième débat du jour, et ce sera notre sujet, ce sera les Tampa Bay Rays. On le dit à chaque fois, la Est est la division la plus serrée de la MLB, entre la rivalité Yankees et Red Sox, ou bien les outsiders
Orioles ou les Canadiens des Blue Jays, nombreux sont les candidats à une place en post-saison. Mais une équipe profite de la lumière écrasante de ses adversaires directs pour faire son petit bonhomme de chemin dans l'ombre, à l'abri des regards. Il s'agit de l'équipe de Tampa Bay. JC, tu as trouvé des facteurs qui expliquent les bons résultats des Floridiens. Il s'agirait d'un revenant, Logan Morrison, je crois, c'est ça? Exactement. Lomo, comme on l'appelle. Lomo qui sort une saison assez incroyable avec déjà 28 home runs, 28 home runs, 66 RBI. Il sort tout simplement une saison que l'on n'a pas vraiment l'habitude de voir chez ces joueurs-là, puisque au niveau des home runs, c'est sa meilleure saison. Il avait déjà sorti 23 home runs. C'était un autre temps, hein. C'était en 2011, à l'époque les Marlins, ça s'appelait les Marlins de la Floride et non pas de Miami. C'est pas la même structure. Et il avait sorti donc en 2011 23 home runs, 72 RBI. Mais voilà, c'était sa meilleure saison jusqu'à présent. Et du coup, dans son sillage, il y a un petit peu tout le monde qui suit chez les Rays. On a 5 joueurs au-dessus des 10 home runs, à savoir donc Morrison, Souza Jr., Longoria, Dickerson et Beckham. Et aujourd'hui, ça en fait la 3e franchise d'American League au niveau des home runs. Derrière, donc les puissances du Texas, à savoir Testros, Martin et puis les Rangers. Voilà. Après, ça reste une équipe un petit peu, on va dire, milieu de tableau sur toutes les autres statistiques, que ce soit en RBI, en moyenne au bâton, en vol de base. Enfin, voilà, on les retrouve toujours un peu au milieu parmi les 15 équipes d'American League. Mais c'est une équipe puissante qui envoie pas mal de home runs. Et puis, toi, t'as peut-être la vision de plus sur le pitching staff, Martin? C'est ça, parce que moi je pense qu'il faut absolument parler de ce pitching staff qui est classé 4e en termes d'IRA collectif en American League. Donc quand on sait que l'American League regorge de très bons lanceurs, c'est impressionnant. 4-13 d'IRA collectif. C'est ça, exactement. Et donc dans cette rotation, on ne présente plus l'Ace Chris Archer qui est toujours qui répond toujours présent, ou Alex Cobb. Ces deux-là présentent un IRA en dessous de 4. On le rappelle, pour être considéré comme un très bon lanceur, il faut lancer entre 3,50 et 4 d'IRA en moyenne. Alors Chris Archer, il s'est bien repris, hein, mais il était parti un peu plus. Oui, il était mal parti. On le rappelle, la saison dernière, c'est lui qui avait eu le plus de défaites de l'American League, alors qu'il lançait avec une moyenne de 3,84. Il n'avait pas du tout été aidé par ses coéquipiers lors de ses starts. Donc là, il est un peu mieux. Il continue, mais il lance beaucoup de strikeouts, c'est sa particularité pour Chris Archer. C'est un des joueurs qui lance le plus de strikeouts, derrière l'intouchable Chris Sale, bien évidemment. Mais il n'y a pas que ces deux joueurs, Archer ou Cobb, dans cette rotation. Il y a aussi Jacques Odorizzi et Blake Snell, qui sont un peu moins bons en termes de moyenne de points concédés, mais qui rendent quand même de fiers services à cette rotation, qui lance 6-7 manches de moyenne, donc ça leur permet d'économiser un peu le bullpen. Et puis après, il y avait la grosse surprise de l'année dernière des Rays, c'est Matt Andriese. Ça a été vraiment la sensation l'année dernière. Et puis cette saison, il a continué à impressionner. Après 12 matchs lancés, il avait un bilan de 5 victoires et 1 défaite et un IRA de 3,54. Donc ça a été vraiment la bonne surprise qui continue sa saison incroyable. Malheureusement, il est blessé depuis juin et une blessure à la hanche. Il ne devrait pas faire son retour avant fin août, début septembre. Et on sait surtout pas comment il va revenir après une opération à la hanche. On le sait que c'est très important pour un lanceur. Heureusement pour nos amis de Tampa Bay, il y a son remplaçant, Jacob Faria, un rookie, fait plus que l'intérim. Moi, je le trouve tout simplement impressionnant. Et sans la présence d'Aaron Judge, je pense qu'il aurait pu avoir son mot à dire dans la course au Rookie of the Year, puisque je vais vous donner ses stats. En 11 rencontres, il n'a perdu qu'un seul match. Il n'a concédé que 21 points en 67 manches lancées. Donc je le trouve vraiment très 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 impressionnant, et c'est une bouffée d'air pour ces Rays qui étaient un peu dans la tourmente et dans la stupeur et la peur même après avoir perdu Matt Andriese. Et puis je vais terminer par 2 lanceurs de relève. Donc il y a Alex Colomé, le closer, qui en est à 27 sauvetages en 31 opportunités. Mais surtout aussi une très bonne pioche qui est venue de la free agency que plus personne ne voulait. C'est Tommy Hunter. C'est un revenant, c'est un ancien joueur, un ancien closer des Orioles avant
l'ère Zach Britton, et il lance un ERA de 1,88. Donc c'est microscopique. Donc voilà, c'est un peu les éléments qui font la force de ces Rays. C'est le pitching, et comme on parlait tout à l'heure, JC, les home runs également. Bastien, tu voulais peut-être rajouter quelque chose sur les Rays? Pour moi, les Rays, il faut aussi voir qu'ils ont fait un très bon recrutement ces derniers mois. Donc ils sont notamment allés chercher Wilson Ramos pendant l'hiver. Là, à la trade deadline cet été, ils sont allés chercher Lucas Duda des Mets, donc qui est un très bon première base et un très bon frappeur. Un très bon frappeur aussi, voilà, qui est capable de frapper 30 home runs dans une saison. Echevarria, Sergio Romo, l'ancien releveur des Giants, et il devrait avoir le retour de Kevin Kiermaier bientôt, qui était blessé. Ils ont de quoi vraiment se mettre en place pour faire un bon challenge sur les wildcards. Donc ils sont vraiment pas loin, on en parlera tout à l'heure. Ce que je vois aussi au niveau des Rays, c'est que par rapport à l'an dernier, où ils font une saison absolument scandaleuse, ils font moins de 70 victoires sur l'année entière. Au final, ils n'ont pas changé grand-chose, mais ils sont un petit peu meilleurs au niveau du bâton, ils sont un petit peu meilleurs au niveau de la moyenne, ils sont un petit peu meilleurs au niveau du pitching, et au final, c'est quelques points ici et là, mais ça fait toute une différence. Et on est dans une American League qui finalement, derrière les grands leaders, est très serrée, où il suffit d'être à l'équilibre. Si je ne m'abuse, les Rays en sont à 58 victoires à 55 défaites, donc juste au-dessus de l'équilibre de 50%. Et ça les met à une demi-victoire de la wildcard. Donc il y a vraiment peut-être un nivellement par le bas pour la plupart des franchises qui permet aux Rays, qui normalement ne devraient peut-être pas être aussi haut, à se mêler à la bataille pour la wildcard. Après, les Rays, c'est une franchise aussi, il y a une explication à donner sur ces 2 dernières saisons qui est un petit peu plus compliquée. C'est une franchise qui sort d'une gueule de bois post-Joe Maddon. Joe Maddon, oui. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, alors déjà, c'est une franchise jeune. C'est 98 l'année de création. À la base, ça s'appelait les Tampa Bay Devil Rays. Et puis ensuite, c'est devenu juste les Tampa Bay Rays en 2008. Mais c'est une franchise qui a été sous la gestion de Joe Maddon, dont on ne loue plus les qualités aujourd'hui, qui est reconnu par ses pairs en MLB. Il a été donc le manager de Tampa Bay entre 2006 et 2014, emmenant avec lui Tampa à plusieurs reprises. Je crois que c'est à 4 reprises en post-saison, dont une fois jusqu'au World Series. Donc voilà, donc ça, c'est entre 2008 et 2013, ils vont 4 fois en post-saison, dont une fois en World Series. Et ensuite, en 2014, Maddon part. Et derrière, 2015-2017, c'est l'exode de tous les joueurs. Hein. Voilà, c'est un peu compliqué de se remettre la tête à l'endroit. Parce que c'est vrai qu'ils ont eu sous Maddon, ils ont sorti énormément de sacrés joueurs. Longoria, Edson, David Price, Rodney, Will Myers, enfin vraiment du monde. Et derrière, il a fallu se remettre dans le bon chemin. C'est pas toujours évident de perdre un manager comme ça qui a une telle aura dans un club et qui est telle envergure. Aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ont fait un bon bout de chemin. Il leur reste encore du chemin à faire. On en parlera lorsqu'on attaquera la partie wildcard. Je suis pas sûr qu'ils arriveront à l'accrocher, mais néanmoins, ils sont quand même bien mieux que l'an dernier, comme disait Bastien, avec leur saison à moins de 70 victoires un peu catastrophique. Et puis voilà, il y a tout pour faire un bon petit club. C'est quand même aussi Tampa Bay, une équipe qui a pas beaucoup de moyens. Ils font penser un peu à Oakland. Je crois que d'ailleurs c'est le plus petit budget de MLB, si je dis pas de bêtises, juste devant Oakland. Et puis aujourd'hui, voilà, on a un peu fait le tour. On a parlé du pitching staff. C'est vrai qu'ils ont une rotation assez correcte. Et puis derrière, t'es allé très vite dessus, Martin. Mais pour moi, Alex Colomé, donc le closer dominicain, là, c'est quand même une vraie bonne trouvaille. Ouais, il nous fait une sacrée saison, puisque alors au niveau des saves, je crois qu'aujourd'hui il a 33, parce que les stats ont peut-être un petit peu bougé. J'ai peut-être exactement, ça bouge tous les jours à MLB, mais donc tu es pardonné. Mais c'est bien. Mais par rapport à ça, en MLB, pour situer un peu nos auditeurs, 33 saves aujourd'hui, donc début août. En American League, personne ne fait mieux. Et en MLB, donc sur l'ensemble des 30 franchises, il y a juste Greg Holland des Rockies qui fait mieux. Voilà, c'est quand même impressionnant. Voilà, je crois qu'on a. Et puis on a un peu fait le tour sur nos amis Rays. Et puis comme j'ai l'impression que ce débat vous démange, on va tout de suite passer à la course au wildcard. That's deflected over.
Looking to play by Burley. Mercy! Wow! From the Gold Glove winner, look at this. That's as good as I have ever seen right there. On passe tout de suite au dernier débat de ce podcast et on va parler de la course toujours plus folle vers les wildcards. On assiste cette année à l'ultra-domination de deux équipes dans leur division, les Astros et les Dodgers. Pour le reste, rien n'est moins sûr et particulièrement la course au wildcard. Le système de wildcard instauré en 1994 permet aux meilleures équipes qui n'ont pas fini première d'accéder au post-season. Depuis 2012, c'est 2 franchises par ligue qui obtiennent ce précieux sésame. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela a rajouté de l'enjeu et du suspense en Major League. Et du suspense, il y en a en American League où les 12 équipes en lice pour une potentielle wildcard se tiennent en seulement 10 victoires. En revanche, pour la National League, c'est un peu plus hétérogène, mais Colorado, actuellement possesseur d'une wildcard, est en train de craquer, ce qui réanime la fin de ses poursuivants, et notamment les Brewers, les Marlins, les Pirates et les Cardinals. Alors, messieurs, pour vous, qui a des meilleures chances d'obtenir ces wildcards? Alors, à mon avis, en National League, ça va quand même se jouer entre les Colorados et les Diamondbacks, qui devraient garder la main, qui sont donc derrière les Dodgers en National League West. Colorado va un peu mieux. Bon, c'est vrai que d'avoir accueilli les Mets pendant quelques jours, ça aide à relancer une dynamique. Hein. Mais là, ils restent sur 6 victoires en 10 matchs, donc ils sont remis un peu de leur blues autour du All-Star Game. Ils ont donc une demi-victoire d'avance sur les Diamondbacks qui, à mon avis, sont suffisamment solides pour rester à la place, hein, avec Goldschmidt et Lamb notamment qui sont Paul Goldschmidt qui devrait être un des candidats au titre de MVP cette année sans aucun doute. Plus juste sur Arizona, plus l'arrivée de JD Martinez, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais qui a fait quand même une sacrée recrue pour les D-backs. Hein. Ouais, voilà, c'est vrai qu'avec Goldschmidt, Martinez et Lamb, ça fait déjà un sacré leadership pour aller chercher un parcours vers la post-saison. Et puis derrière, c'est tellement irrégulier. Personne n'est capable de faire une série de matchs suffisamment forte pour se rapprocher. T'as les Brewers et les Cubs qui vont se battre pour la première place en National League Central. Mais moi je pense que celui qui perdra justement cette course à la première place en NL Central récupérera la deuxième wildcard. À la place de À la place de Colorado. Ah, je sais pas, parce que Colorado, je les sens quand même, ils ont quand même un potentiel offensif qui... alors, ok, bien sûr, je les regarde un peu avec les yeux de l'amour, parce qu'il y a Nolan dedans. Mais Nolan Arenado, hein, donc le meilleur frappeur de RBI et un des meilleurs batteurs de toute la ligue. Mais quand t'as Blackmon, le Mailleux, t'as donc Arenado, Parat... Je vous rejoins sur le sujet des batteurs, mais moi je pense que c'est surtout le pitching qui va être très très court pour pouvoir aller atteindre les post-saison, parce que les Diamondbacks ils ont un Zach Greinke qui les porte sur leurs épaules, et du côté des Colorado il n'y a pas vraiment d'ace qui ressortent. Leurs rookies ils font le travail, etc. Mais je me dis que dans la course folle en septembre, ça peut être très très court malgré la superbe attaque. Ça peut paraître très très court. Et aussi j'ai des petits doutes sur la transition lanceur de départ Greg Holland. Ouais. Greg Holland, il ferme la porte, etc. Mais entre lui et les lanceurs de départ, j'ai peur que ça soit également un peu court. Un peu court, ouais. Sur Colorado, je m'en souviens lors du premier podcast, je vous avais dit attention, Colorado, ils vont avoir un planning, un calendrier très chargé sur le mois de juin. Et on a vu à ce moment-là où ils ont joué plusieurs fois les D-backs et les Dodgers, ça a été très très compliqué pour eux, ça les a fait vraiment reculer. Je crois qu'ils ont fait à ce moment-là une série de 10 matchs sans victoire. C'était un petit peu le feu à Colorado. D'ailleurs, comme le dit Bastien, après le All-Star Break, ils sont vachement bien repris, ils ont remis la tête à l'endroit. Aujourd'hui, ils sont sur 6 victoires sur les 10 derniers matchs. Ils sont bien. Maintenant, il reste à peu près un peu moins de 2 mois de compétition, on va dire 1 mois et 3 semaines. Et ils ont 5 matchs d'avance au final sur Milwaukee ou les Cubs, comme vous voulez, hein, sur le premier, on va dire, de National League Central. 5 matchs, c'est peu et beaucoup à la fois. Ça va leur permettre d'avoir une petite marge, mais effectivement, il va falloir faire gaffe parce que si on retombe la tête à l'envers avec une nouvelle série de défaites ou une spirale négative, ça peut revenir très vite derrière quand même. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, moi, je vois Colorado
je n'arrive pas à dire s'ils vont passer ou pas passer, mais pour moi, ça va se jouer au final à 1 ou 2 matchs sur la fin septembre et très très short dans tous les cas. Oui, ça va être. Je pense que ça va être très très serré. Moi, je pense que ça va être Milwaukee et Arizona qui vont avoir cette wildcard, puisque les Cubs vont sortir vainqueurs de la NL centrale, et donc Milwaukee, par l'occasion, récupérera la deuxième wildcard qualificative pour les post-saison et affrontera Arizona. On va peut-être passer sur l'American League, où là, tout à l'heure, tu le disais, Martin, en fait, il y a une stat un petit peu incroyable, c'est de se dire que en National League, par exemple, si on prend une équipe comme Saint-Louis, qui a juste 2 places d'Arizona, derrière la wildcard, ils sont à 8 matchs 2. C'est-à-dire qu'ils ont 8 victoires de retard sur Arizona. Très bien, si on prend la même stat 8 matchs, c'est la différence qu'il y a entre Oakland avant-dernier d'American League, ça veut dire 14e, et le 5e, Kansas City. Donc, on a une American League extrêmement serrée, extrêmement homogène, qui contraste complètement avec la National League, et c'est vraiment intéressant Et je pense que c'est comme disait, je crois que c'est Bastien qui disait ça tout à l'heure, c'est peut-être un nivellement vers le bas de l'American League, mis à part les gros clubs, Astros, Boston, New York, qui continuent d'impressionner, mais tout le reste, je rejoins peut-être Bastien en parlant de ce nivellement vers le bas de l'American League, puisque on va pas se le cacher, Oakland ne pratique pas le meilleur des baseball, et n'est qu'à 8 petites victoires d'une place qualificative, ou de se rapprocher d'une wildcard, quoi. Oui, après c'est vrai que ça peut être le nivellement vers le bas, c'est aussi le fait que les grosses écuries aujourd'hui sont plus, on va dire, en National League, on pense aux Dodgers, on pense à Washington. Forcément, il y a les Cubbies qui, bon, cette année sont un petit peu moins bien, mais qui restent quand même un gros. Alors qu'en American League, on va voir les Yankees et Boston. Bon, il y a été Astros cette année, mais sinon, c'est pas forcément la machine à emmener l'American League. Néanmoins, donc du coup, si on veut parler de la wildcard en American League, c'est vrai que c'est extrêmement serré. Enfin, tout se joue à un match. Les équipes changent tous les jours selon la victoire ou la défaite et chopent la wildcard. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est les Yankees et les Kansas City Royals qui prennent les 2 dernières places en wildcard. Demain, ça peut bouger, ça peut être les Rays, les Mariners, enfin bon, ça peut changer tous les jours. Sur la fin de saison, je vois quand même les Yankees aller au bout, surtout avec le recrutement, on en a dit. Je vois Boston, Cleveland et Houston effectivement y aller. Et je vois quand même les Royals, moi, qui me semblent très bien revenir, les Royals. Ils ont fait compliqué sur les 10 derniers matchs, mais ils ont fait une sacrée série, oui. Moi, je te rejoins justement sur les Royals. Ils ont fait un bon petit recrutement. Ils ont pris des lanceurs costauds. Ils ont récupéré Melky Cabrera qui fait son retour sur ses terres. Je pense que ça va être une des équipes à suivre. On n'en parle pas beaucoup justement. Comme de cette AL centrale avec les Cleveland Indians, etc. On n'en parle pas beaucoup, mais ils font le travail. Donc moi, je pense que les Royals, ils vont en récupérer une. Et ça va jouer en tout cas entre eux et les Rays pour cette deuxième wildcard, puisque la première wildcard se disputera entre Boston et Yankees. La wildcard reviendra donc au perdant de cette division d'American League East, quoi. J'aurais tendance à être d'accord avec vous sur les Yankees et les Royals. D'ailleurs, les Royals, ce qui est intéressant, c'est que en début de saison, ça donnait vraiment l'impression d'une franchise complètement en perte de vitesse, avec tous les héros de 2015 qui ne faisaient absolument plus rien depuis 1 an. Et qui sont en fin de contrat. Qui sont tous en fin de contrat en plus en novembre. Et maintenant, on a l'impression que tout le monde, les Moustakas, les Hosmer, les Gordon, ils se sont tous dit, allez, on va se refaire un bon gros barreau d'honneur. On va donner tout ce qu'on a, on va se remettre la tête en endroit et puis on va monter un challenge. Alors, si ils réussissent à remettre la machine ensemble à l'ancienne, avec Ned Yost qui est toujours là, pour mener tout ce petit monde, ça peut en effet aller embêter son monde dans les séries. D'autant plus qu'en ce moment, il n'y a aucune équipe au niveau de l'American League qui ne semble intouchable. Les Indians ne sont pas aussi forts que l'an dernier. Les Red Sox ne sont pas imbattables. Les Yankees sont puissants, mais c'est pas monumental. Houston est en perte de vitesse. Et donc, du coup, tu as l'impression qu'une équipe comme ça, avec quand même des gars qui ont un passé avec la franchise assez fantastique, pourrait venir créer la surprise. Ouais, tu penses qu'ils ont, oui, c'est sûr, c'est clair qu'ils ont un coup à jouer. Toi, tu parles de barreau d'honneur, etc. Et je crois que c'est tout à fait ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à Kansas City, il y a vraiment un état d'esprit particulier.
Ils ont perdu les World Series face aux Giants il y a quelques années. Et les mecs se sont dit, ok, on est arrivé là alors que personne nous attendait. Ça faisait 25 ans ou 30 ans, je crois, qu'ils étaient plus allés en post-saison. Donc, 3 décennies sans post-saison, c'est très long, quand même. Et les mecs arrivent en World Series. Tout le monde se dit, c'est la surprise, c'est un one-shot, ça fera pas 2 fois. Et les mecs ont voulu montrer, prouver un petit peu à tous les observateurs que non, Kansas City, c'était un vrai groupe de talent, tout simplement, et un groupe qui n'avait pas eu de chance, mais qui est arrivé là par le travail. Et l'année suivante, ils sont allés aux World Series et n'ont laissé aucune chance. Désolé pour toi, Bastien, mais aux New York Mets. Et voilà. Et je pense que Bastien a mis le doigt sur quelque chose de très vrai, c'est-à-dire que je vois bien les Royals, le groupe en tout cas, se dire baroud d'honneur, oui, et montrer qu'on a quand même fait quelque chose dans le baseball en étant un budget tout à fait moyen et en ayant réussi à atteindre les World Series à 2 années consécutives, ce qui est quand même remarquable, il faut le souligner. Et moi, si je peux juste rajouter un truc pour niveau baroud d'honneur, etc. Et je pense qu'ils le font aussi pour Ventura, le lanceur. Exactement. Le lanceur qui est mort l'été dernier, je crois, il me semble, et ou pendant la trêve hivernale. Et je pense qu'ils le font aussi pour lui en se disant que ils font aussi leur dernière année tous ensemble et ils veulent prouver, comme tu le disais, que Kansas City n'est pas un coup d'un soir, etc. Et ils veulent aussi le faire pour Ventura, pour lui rendre hommage, etc., etc. Je pense que ça doit aussi les aider pour faire une quelconque motivation supplémentaire. Décès de Ventura qui a énormément marqué les joueurs des Royals, comme celui de Fernandez a marqué le groupe des Marlins à Miami. C'est clair que ça amène un plus, on va dire une force collective supérieure au groupe, en tout cas qui se sent investi d'une mission, on peut dire. Maintenant, pour terminer sur l'American League, c'est extrêmement compliqué de parler dessus parce que comme on vous disait, il y a que 1 ou 2 matchs d'écart entre le dernier ticket pour la wildcard et celui qui ne l'a pas. On peut parler aussi des Mariners ou des Orioles qui sont jamais bien loin, qui sont toujours un peu dans l'ombre. Voilà, c'est compliqué à pronostiquer, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire Yankees et Royals bien partis. Oui, donc je vais te suivre. On va faire donc un petit récap. JC, pour toi, donne-moi les 2 wildcards en American League et en National League pour toi. Alors, en American League, je vais vous donner les Yankees et les Royals. Et en National League, je vais vous donner les D-backs et allez, on va tenter une petite surprise Brewers à la place des Rockies. Très bien. Bastien, je t'écoute. Pareil que pour JC. Alors moi, je vais partir sur le statu quo, donc à savoir que les Yankees et les Royals restent à leur position en American League et que les Rockies et les Diamondbacks restent à leur position en National League et on ne bougera plus. Très bien, pour moi ça va être en American League ça va être Boston et les Royals, et en National League ça va être comme JC, ça va être Milwaukee et Arizona. Donc voilà, j'espère que cette petit débat sur la wildcard vous a un peu aidé à comprendre un peu ce fouillis qu'il y a actuellement, et on va tout de suite passer au pronostic. That ball hit deep, way back. Wells at the ball, looks up, you can put it on the board. Yes. On passe donc à la dernière catégorie de ce podcast et ce sera donc les pronos. Et on va parler de l'affrontement titanesque entre les Dodgers et les D-backs qui débute le 8 août. Une rencontre qui sera sublimée par le duel entre Alex Wood et Zach Greinke qui aura lieu le mercredi 9 août. Alors messieurs, vos avis sur cette rencontre? Ouais, tu l'as dit Martin, un gros duel qui va arriver avec notamment un match-up exceptionnel entre Zach Greinke et Alex Wood. 2 lanceurs à 13 victoires, donc au-dessus il y a que Clayton Kershaw qui est fait mieux avec ses 15 victoires. Et c'est vrai que ce match-là, personnellement, il me fait un petit peu baver parce que voir ces 2 monstres qui vont s'affronter sur le monticule, ça c'est très très prometteur. En plus, il y a toujours une petite atmosphère. Oui, une petite. Mais je voulais parler de Zach Greinke en l'occurrence, une petite atmosphère particulière lorsque ce lanceur affronte les Dodgers, parce qu'il a fait les beaux jours de LA il y a 2 ans. Donc c'est toujours un petit peu sympa de le revoir. Ensuite, oui, il y a la rivalité. Forcément pour la division. On en parlait tout à l'heure. Exactement. Donc c'est une rencontre qui va être très très intéressante à suivre, très difficile à pronostiquer parce que honnêtement pronostiquer qui de Alex Wood ou Zach Greinke va sortir gagnant de ce duel, c'est extrêmement compliqué. Maintenant, je vois quand même LA remporter la série pour ma part 2 victoires à 1. Très bien, c'est noté. Bastien?
Alors, comme a dit JC, vraiment un match-up super intéressant au niveau du monticule et aussi au niveau de l'attaque, parce qu'on va quand même voir donc Paul Goldschmidt, dont on parlait tout à l'heure, qui fait une saison absolument fantastique, et Jack Lamb du côté des Diamondbacks. Cody Bellinger, donc le probable rookie de l'année de National League, qui en est déjà à 32 home runs. Corey Seager, le rookie de l'année de l'an dernier. Yassel Puig qui a retrouvé la forme cette année aussi, qui finalement semble se mettre en place. Et moi, c'est au niveau de l'offense que j'attends de voir, parce qu'ils ont tout pour faire exploser ces deux super starters. Et vu la forme dans laquelle sont les Dodgers récemment, ils ont blanchi 2 fois les Mets en 3 jours. Ils restent sur, je crois, 45 victoires en 50 matchs ou quelque chose. C'est ça, ouais. Alors c'est 43 victoires en 50 matchs exactement. Et pour la petite stats, ça n'avait jamais été fait depuis 1912, donc depuis 105 ans, depuis les Giants qui à l'époque n'étaient pas à San Francisco mais à New York. Donc sur l'espace de 50 matchs, remporter 43 victoires, c'est du jamais vu depuis plus de 100 ans, ouais, effectivement. Donc pour moi, cette série-là, je la sens plus sur l'offensive que sur la défensive. Et je pense que les gros frappeurs des deux côtés vont faire exploser les lanceurs partants. Et c'est ce que j'attends de voir vraiment. Au niveau du pronostic, moi je serais tenté de dire, comme JC, 2-1 pour les Dodgers. Et puis moi je vais faire comme vous, ça va être une victoire 2-1 des Dodgers face aux D-backs. Le match entre Wood et Greinke, il est quasiment impronosticable puisque les deux peuvent nous sortir des matchs de monstres et concéder aucun hit, etc. Donc on sait vraiment pas. Par contre, les autres matchs, je pense que ça va être un peu plus ouvert, notamment le premier match de cet affrontement, donc c'est mardi, avec le duel entre Maeda et Goodley. Donc c'est deux lanceurs qui sont pas à leur pic de leur forme, et c'est là où les deux attaques vont pouvoir se régaler. Je pense que ça va être un match à points. Donc voilà, donc je vous rejoins 2-1 et je pense que ce sera Zach Greinke qui va sortir de vainqueur de l'affrontement d'Alex Wood, mais que les Dodgers avec Maeda et Darvish vont remporter les deux autres matchs. C'est ainsi que se termine notre podcast, le 3e podcast MLB The Strikeout. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci messieurs. Merci. Et puis à la prochaine. Bye bye. Salut. Salut.